Kai, il va vouloir rester debout. Ça m'avait choqué la puissance qu'il avait pour un poids si léger. On peut voir dans son jeu qu'il est très à l'aise au sol. Pantoja, bien entendu, c'est un grappleur, plein de soumissions à son actif. De garder sa distance, utiliser ses points proprement. Des fois, techniquement, c'est pas forcément le meilleur sur ça, mais il arrive quand même à terminer les takedowns. Utilise vraiment sa main gauche pour garder la distance. Il y a Topuria qui vient chez les lightweight pour prendre la ceinture. Il a clairement du feu dans les mains. Il frappe très fort. Pas seulement avec son bras avant, mais il feinte aussi avec son corps, où vraiment il change son niveau. Charles Oliveira, c'est le genre de mec qui avance fort, qui a pas peur de prendre des coups pour en donner. Salut les gars, aujourd'hui on se fait la présentation de l'UFC 317 à Las Vegas qui arrive le week-end prochain. On a plein de beaux combats sur la carte. On a surtout deux beaux combats pour la ceinture, en commençant par le co-main event. Kai Kara France qui va combattre Pantoja qui défend sa ceinture des flyweight. Donc 125 pounds, ça fait un peu plus de 57 kg. Et en main event, on a Ilia Topuria qui va combattre pour la ceinture vacante contre Charles Oliveira, le Brésilien. On a vu ce qu'a fait Ilia Topuria à featherweight. Il a battu certaines des plus grosses légendes du sport. Et là, il monte chez les lightweight. Et je pense que ça va être un très gros combat. On va pas rentrer dans les détails sur tous les combats comme j'ai pu faire précédemment, à vraiment pousser avec toutes les vidéos, tout ça. Là, on va être un petit peu plus vague. Mais je vais quand même vous donner 2-3 points clés pour les uns et les autres, la façon dans laquelle je pense qu'ils peuvent gagner ces combats-là. Une fois plus, les gars, merci à Winamax de sponsoriser ces vidéos. À chaque fois, ils sponsorisent ces vidéos d'analyse, ça fait plaisir. Merci Winamax pour le soutien. D'ailleurs, les gars, pour les nouveaux inscrits, Winamax vous rembourse en cash jusqu'à 100 € votre premier pari si jamais vous le perdez en cash. Ils vous remboursent en cash, les gars. Et d'ailleurs, si vous utilisez mon code JOUCÉ10, il vous donne également 10 € supplémentaires. Donc, utilisez mon code, les gars, vous connaissez, on n'oublie pas ça. Et bien entendu, pour les mineurs, c'est mort, interdit de jouer. Et pour tous les autres, les gars, jouez pas des millions. On va donc commencer par le co-main event. Kai Kara France qui s'entraîne en Nouvelle-Zélande, qui est donc un très bon collègue à moi que je connais depuis de nombreuses années maintenant. On s'est entraîné ensemble depuis 2019. Hâte de le voir combattre pour la ceinture. C'est un gros bosseur, il mérite et il est très fort, bien entendu. Donc j'ai hâte de le regarder. C'est rare que je me lève la nuit pour regarder les combats aux US, pour être honnête. Mais là, ça va être mon pote, donc je vais pas avoir le choix. On va voir ce qui va se passer et je vais essayer de vous donner mon avis d'un point de vue analyse plutôt que ce que je veux qu'il se passe. Bien entendu, c'est mon pote, donc bien entendu, je veux qu'il gagne. Mais je vais rester le plus professionnel possible dans mon analyse. Kai Kara France, il a un record de 25 victoires pour 11 défaites. Sur ces 25 victoires, il a 12 victoires par KO, 3 victoires par soumission et 10 victoires par décision. 12 victoires par KO chez les flyweight, c'est très rare. Des mecs de ce poids-là, normalement, où la plupart du temps, ils mettent pas de KO. Kai, il est très fort, il a une puissance vraiment folle. Un truc qui m'a marqué, je me rappelle quand j'avais tenu les PAO pour lui il y a, je sais pas, 1 an ou 2 à peu près. Ça m'avait choqué la puissance qu'il avait pour un poids si léger, entre guillemets. Le mec, il fait 57 kg quand il combat et il frappait aussi fort que des lightweight qui vont faire 15 kg plus que lui. Donc j'étais assez impressionné par la puissance de frappe qu'il avait et aussi par la longueur de ses coups. Il y a des mecs, ils n'arrivent pas vraiment à utiliser leur longueur au niveau de leur poing, tout simplement. Et Kai, il arrive à être très long. Et il arrive à te toucher de très loin. Donc quand je tenais les PAO, je me suis dit, putain, s'il arrive à développer cette force sur les pads, j'imagine que quand il frappe les mecs de sa KT, ça fait des beaux dommages. On peut le voir. 12 victoires par KO sur ses 25 victoires. C'est la moitié de ses victoires. Il arrive à finir les mecs debout. Voilà, ça parle de la puissance du mec. Kai, il a 32 ans. Il fait 1m63 et il a un reach de 1m75, donc ce qui est quand même assez grand pour la catégorie de poids. Il s'entraîne à City Kickboxing en Nouvelle-Zélande. Son adversaire, le champion, Alexander Pantoja. Alexandre Pantoja, je sais pas comment on dit en français. Bref, record de 29 victoires et 5 défaites, ce qui est un très beau record. 34 combats à son actif. Sur ses 34 combats et ses 29 victoires, il a 8 victoires par KO, 11 victoires par soumission et 10 victoires par décision. Donc lui, c'est pareil, il a 11 victoires par soumission.
Donc ça montre clairement son niveau au sol. Le mec, c'est un Brésilien déjà de 1. Et clairement, voilà, on peut voir dans son jeu qu'il est très très à l'aise au sol. Il n'a pas forcément la meilleure lutte au monde dans la catégorie, mais par contre, une fois qu'il prend le dos, une fois qu'il est dans des positions de soumission, il est très très bon. Il arrive à terminer les mecs assez rapidement et assez facilement. On l'a vu sur plusieurs de ses combats et pas contre des petits adversaires, contre des très très bons mecs. Donc clairement, ça va être très intéressant. C'est vraiment un mec qui est un expert en pied-point, qui est capable de finir debout contre un autre mec qui est un expert au sol et qui est clairement capable de finir au sol. Il a 35 ans. Il s'entraîne aux US, il s'entraîne à American Top Team. Il a une taille de 1m66 et il a un reach de 1m73. C'est pas aussi grand pour le reach que Kai Kara, mais c'est quand même pas dégueu par rapport à sa taille. C'est striker contre grappleur, tout simplement. Donc le game plan, il va être très très facile pour... Enfin facile, je me comprends. Il est assez facile à comprendre. Qu'est-ce que veut l'un, qu'est-ce que veut l'autre? Tout simplement, Kai, il va vouloir rester debout et mettre son adversaire KO tout en naviguant les défenses de takedown le mieux possible. Et si jamais il se fait takedown, il se fait amener au sol, qu'il puisse vraiment minimiser les dégâts et bien entendu ne pas se faire soumettre pour pouvoir se relever au round d'après et infliger les dommages le plus tôt possible dans les rounds et espérons terminer son adversaire. Pour ce qui est de Pantoja, bien entendu, c'est un grappleur, plein de soumissions à son actif comme on a dit précédemment. Il va vouloir amener Kai le plus vite possible au sol et surtout sans prendre de gros dégâts. On a vu Kai, ça frappe fort, quand ça touche, ça fait mal. Donc ça, c'est l'un des risques que Pantoja il va devoir prendre, ça va être de shooter et de pas rentrer dans la puissance de Kai pour pas prendre les dégâts qu'il mettrait KO. On a un très bon exemple là sur les photos que je vous montre actuellement. Le mec, il lui saute sur le dos quand il est encore debout. Carrément, vous pouvez voir son pied opposé qui va directement sur la hanche opposée. Donc son pied droit sur la hanche gauche de Kai Asakura. Il veut clairement prendre le dos et il est capable de le prendre à tout moment, même dans des positions où ils sont encore debout, ce qui est quand même assez rare. Après, les mecs à ce poids-là, ils sont clairement agiles et tu verrais pas ça chez des poids moyens ou chez des poids lourds. Là, il a même refait une deuxième fois où il avait encore son premier crochet à l'intérieur et ensuite il ressaute une deuxième fois par-dessus, il remet bien son crochet gauche et au moment où il tombe, vous pouvez voir sur cette photo, au moment où il tombe, il va enclencher le triangle directement avec son pied gauche qui vient dans son genou droit. Et derrière, il va garder le contrôle sur le dos, le moment nécessaire pour ensuite réussir à terminer l'étranglement assez facilement. Et le mec en face, il n'était pas très connu par les mecs de l'UFC, par les fans de l'UFC, parce qu'il combattait au Japon avant. Mais il est très très bon. Il a gagné des ceintures dans des grosses organisations. Il a combattu plein de bons mecs. Et il s'est clairement fait rouler dessus par Pantoja, donc ça montre le niveau du mec. Sur ce combat contre Erceg, la chose qu'on va voir, c'est un petit peu différent. Erceg est plus grand que Kai, mais c'est pas le point. Là, la raison pour laquelle je veux qu'on voit 2-3 photos de ce combat, c'est juste pour voir l'agressivité de Pantoja. On peut voir que Pantoja, il est quasiment tout le temps sur la marche avant. Il met la pression à Erceg, et c'est grâce à ça où ça rend le travail beaucoup plus difficile pour Erceg de garder sa distance, utiliser ses points proprement et utiliser son reach, donc vraiment utiliser sa longueur. Les moments où il bouge en arrière, c'est là où il est en danger. Et les moments où il est en avant, c'est là où il va réussir à venir sur des échanges de grappling et où il va réussir à prendre le dessus sur Erceg. C'est un combat un petit peu difficile à juger. C'est un beau combat. Par contre, il y a eu des très belles choses dans ce combat. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le revoir. Là, on peut voir sur cet échange, clairement, il se sert de son striking, il va au corps et il crochette directement la jambe avec son pied et il arrive à amener Erceg au sol. Et Erceg, il est loin d'être mauvais en défense de takedown aussi. Il n'a pas beaucoup de combats à l'UFC, mais il a combattu quand même des très bons mecs et il a pu montrer de très belles choses. Là, c'est un takedown où vraiment on aurait dit un enfant. Il l'a takedown très très facilement et c'est pas chose facile contre Erceg, surtout avec la taille qu'il a. La différence d'allonge qu'il a au niveau des jambes et tout ça, en général, tu arrives à défendre ce genre de truc. Mais là, Pantoja, je pense qu'il est physiquement très très fort aussi. Et c'est pour ça, des fois, techniquement, c'est pas forcément le meilleur sur ça, mais il arrive quand même à terminer les takedowns et ensuite à faire les dommages et à terminer le mec au sol. Une fois plus, sur cette photo qu'on voit, clairement, on voit l'échange. On voit que Pantoja, il le tire en arrière, il le déséquilibre, il arrive à rentrer sa jambe gauche à l'intérieur pour prendre le dos. Là, il va perdre le contrôle à la fin, mais ça montre bien que dans chaque situation, il arrive à se réadapter et que son objectif final, c'est toujours de prendre le dos
ou de dominer, de rester dans une position dominante de grappling le plus longtemps possible et de gagner les rounds comme ça. Et surtout, le mec, il peut continuer comme ça pendant 25 minutes. Après, la plupart des mecs de ce poids-là, c'est toujours le cas. Ils arrivent à avoir un cardio de fou et ils mettent la pression non-stop. Et Pantoja, c'est clairement le cas. Là, on peut voir sur ces échanges Kai qui défend les takedowns assez efficacement contre Askarov, qui est un grappleur qui était clairement évité dans la division pendant un bon moment. Mais Kai, il a montré ses qualités de défense en grappling et aussi ses qualités de défense quand le mec a son dos. Là, au bout d'un moment, il se fait amener au sol et il va faire l'erreur de donner son dos, malheureusement. Et là, vraiment, s'il arrive à défendre le dos contre un mec comme Askarov, c'est qu'il arrive à défendre contre les meilleurs au monde. On va voir. Clairement, c'est pas idéal, hein. Il est resté dans cette position pendant un bon moment. Il va même se relever avec le mec qui est encore en sac à dos sur lui. Et il va aller contre la cage justement pour essayer d'utiliser la cage pour se défendre le mieux possible. Mais bon, c'est pas chose facile. Par contre, pour le mec qui est sur son dos, c'est aussi plus difficile dans le sens où il doit vraiment serrer ses jambes pour continuer de contrôler Kai au sol. Et voilà, donc Kai, il va vraiment rester dans cette position jusqu'à la fin du round. Et ça, voilà, d'un point de vue défense, il fait 2-3 erreurs, mais en tout cas, il s'est pas fait terminer. Donc c'est bien ça l'essentiel. Et c'est un point qui va être primordial contre Pantoja. Parce que si Pantoja, il prend son dos, ce sera pas plus mauvais que Askarov qu'il avait dans son dos. Donc, il va falloir qu'il soit vraiment, vraiment focus. Le connaissant, je sais qu'il aura énormément bossé sur ça. Je sais qu'il sera prêt sur ses défenses. Et aussi, je sais qu'il est loin d'être facile à takedown. Je le vois à l'entraînement. Je l'ai vu à l'entraînement pendant de nombreuses années. Il est très fort. Il frappe très fort. Est-ce qu'il va réussir à empêcher Pantoja de l'amener au sol? Je sais pas. En tout cas, ça va être très, très intéressant. Mais ça, en tout cas, c'était un super combat. Kai, il a clairement perdu le premier round. Le deuxième round était beaucoup plus serré. Et là, sur le troisième round, il sait qu'il lui faut clairement le round. Il continue de mettre la pression. C'est Kai, c'est comme ça, pareil. Il a un cardio de fou. Il va pas avoir peur d'avancer et vraiment mettre la pression et essayer de frapper vraiment fort à chaque impact, faire le plus de dommages possible. Et derrière, le mec qui s'est rendu compte qu'il n'a pas réussi à le terminer, voilà, ça va pas lui faciliter la tâche. Il a commencé à dépenser beaucoup trop d'énergie et ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour lui également. Je vous parlais on sait Cody Garbrandt, c'est un très très bon striker également. Et regardez ce que Kai arrive à faire. Il va envoyer un 1-2 avec un 2 qui, en profondeur, qui touche très très fort sur Garbrandt. Et derrière, Garbrandt qui est vraiment en mode survie tout le long. Là, pareil, Kai qui renvoie une grosse main droite à chaque fois. Il est très très précis sur ses points. Utilise vraiment sa main gauche pour garder la distance. Et derrière, il envoie très très fort. Il rush un petit peu trop. Du coup, Garbrandt, pardon, il arrive à revenir un petit peu en grappling, mais il se resépare immédiatement, garde la pression sur lui. Et derrière, pareil, il va réussir à terminer le combat. Là, il va faire un superbe combo. Ça vient par-dessous avec un uppercut. Et il garde la pression intelligemment. Il feinte, il garde la pression, il utilise son jab. On peut voir clairement Cody Garbrandt, il est plus là. Il s'est fait toucher là. Il est clairement en mode survie. Kai qui envoie encore la poitrine 2-3 fois. Et ensuite, il revient par-dessus avec un combo qui est magnifique et il le termine. C'était un très très beau finish de la part de Kai sur Cody Garbrandt. J'ai tenu les pattes pour lui plusieurs fois. Pour un moins de 57 kg, il frappe extrêmement fort et il est très très long dans ses punches. Est-ce qu'il va réussir à mettre Pantoja KO ou est-ce que Pantoja va réussir à prendre le dos à Kai et l'étrangler? Je sais pas. En tout cas, ce combat, c'est sûr que je vais le regarder. Ça va être un combat de fou. Donc les gars, vous savez, les cotes, c'est les meilleurs, c'est sur Winamax. On n'oublie pas, on a la cote de Kai Kara juste là. On a la cote de Pantoja juste là. Si vous voulez parier, c'est sur Winamax que ça se passe, les gars. Maintenant, on passe au main event. Ça va être un combat de fou aussi. Ilia Topuria qui vient chez les lightweight pour prendre la ceinture des lightweight. Il avait la ceinture du featherweight, il a dû la relâcher. Maintenant, c'est plus le champion officiellement. Il n'y a plus de champion lightweight vu que Islam a relâché sa ceinture pour monter chez les welterweight. Donc là, Topuria va combattre contre Charles Oliveira, le Brésilien. On va commencer par analyser directement Ilia Topuria. Il est géorgien espagnol. Il a un record de 16 victoires et 0 défaites. Sur ces 16 victoires, il a 6 victoires par KO, 8 victoires par soumission et 2 victoires par décision. Il a 28 ans. C'est bien entendu l'ancien champion featherweight, donc de la catégorie
de poids juste en dessous. Il fait 1m70 et il a une longueur de bras d'1m75. Bien entendu, il a fait des dommages de fou chez le featherweight en battant la légende Alex Volkanovski et Max Holloway. Donc voilà, il est monté après avoir battu deux des plus grosses légendes de la catégorie. Il l'a mérité. Là, il combat pour la ceinture des lightweight. C'est pas n'importe qui en face. Pour Charles Oliveira, il est brésilien. Il a un record de 35 victoires et 10 défaites. Donc vraiment beaucoup de combats, 45 combats pro. Il a 35 ans. Sur tous ses combats, il a 10 victoires par KO, 21 victoires par soumission et 4 victoires par décision. Donc ça montre que c'est clairement un master des soumissions. Il est très très bon à ça. Il mesure 1m78 et il a un reach de 1m88. Clairement, on sait que Charles Oliveira, c'est le genre de mec qui avance fort, qui n'a pas peur de prendre des coups pour en donner. Et pareil, un petit peu comme le combat précédent pour Pantoja, brésilien aussi également, qui est prêt à tout pour essayer de prendre le dos. Et une fois qu'il a le dos, il est très très bon pour les soumissions. C'est l'un des meilleurs pour les soumissions dans la division. On va voir s'il arrive à faire ça à Ilia Topuria. Il a clairement du feu dans les mains, il frappe très très fort, mais il a aussi une très bonne défense de takedown et il a aussi un très bon grappling. Même avant l'UFC, il a eu des belles soumissions. Et voilà, faut pas non plus croire que le mec, il est pas bon en soumission ou il est pas bon en défense de grappling. Il est très très bon partout. Les photos que je vais vous montrer, ça va être quand il a combattu contre Bryce Mitchell, Bryce Mitchell, c'est clairement un grappleur. Le mec était prêt à tout pour l'amener au sol, mais on peut voir que il a du feu dans les mains, il va faire des dommages et il va bien entendu le mettre KO et terminer ce combat. Bryce Mitchell, qu'on soit bien d'accord, c'est pas du tout le niveau de Charles Oliveira, mais par contre, c'est un très très bon grappleur. Il a aussi de la force et de la technique, bien entendu, pour amener Topuria au sol. Mais là, comme vous pouvez voir sur cette photo, déjà, ça commence fort, ça se prole directement, intelligemment. Il reprend sa distance immédiatement et ensuite, il garde la pression. Le mec, voilà, il est présent. Il sait que le mec, il va tout faire pour le takedown. Vous pouvez voir, il change beaucoup de niveau. Quand il feinte aussi avec son corps, pas seulement avec son bras avant, mais il feinte aussi avec son corps, où vraiment, il change son niveau, ce qui fait que ça rend la tâche plus difficile pour le mec d'en face pour shooter, car tout simplement, son niveau descend et c'est beaucoup plus difficile d'aller dans les jambes. Et pareil, très très patient, mais le peu de fois où Mitchell reste un petit peu trop proche, vous pouvez voir juste avec la main droite, il est trop proche, il le fait payer direct, boum, grosse main droite. Et on dirait pas comme ça, mais je pense que Topuria, quand il frappe très très fort aussi. Et c'est pareil, c'est l'un des mecs qui arrive à faire des longs combos aussi. Ça se voit plus en boxe qu'en MMA, des longs combos. Mais on l'a vu sur beaucoup des combats de Topuria. Des fois, il envoie des 3, 4, 5, 6 punch. Un petit peu comme on a vu précédemment Jack Della chez les welterweight qui a eu la ceinture. Topuria, c'est pareil, il envoie fort les mains. Il n'envoie pas énormément de kicks, mais quand même, on a pu voir sur Alex Volkanovski, il a quand même envoyé quelques kicks qui ont fait des dommages. Pareil sur Holloway. Il n'envoie pas beaucoup en termes de volume, mais quand il envoie ses kicks, il envoie fort. Et là, très très bon exemple, on peut voir Mitchell qui a réussi sur cet échange à venir au grappling, qui va vraiment réussir à venir au single leg et qui va même réussir à finir le single leg. Mais par contre, au moment où il le finit, on peut voir Topuria qui le laisse pas se terminer. Il a à peine touché les fesses au sol. Il a remis le crossface avec sa main gauche immédiatement, juste là. Il tombe, il prend son crossface avec sa main gauche au moment où il se relève, remet sa tête à l'intérieur, reprend son overhook avec son bras gauche et arrive encore à contrôler. Ça, c'est pareil. Ça demande une énergie folle pour Bryce Mitchell. Et derrière, il perd, comme vous pouvez voir, le contrôle. Ilia arrive à se séparer et il garde la pression et il va faire des dommages avec ses poings immédiatement. Il ne va pas perdre de temps. Et vous pouvez voir quand ça frappe du côté d'Ilia, juste là, ça frappe avec des mauvaises intentions. Clairement, chaque coup, il essaye de mettre KO à chaque fois. Que ce soit avec sa main droite, avec son crochet gauche, peu importe. Mais quand ça frappe fort. Là, sur cet échange, par contre, on peut voir que Bryce Mitchell, il va attendre le bon timing. Il va réussir à prendre le single leg à l'intérieur. Single leg avec la tête à l'extérieur, pardon. Il va vraiment réussir à mettre Ilia sur son dos et à le garder un petit peu au sol jusqu'à la fin du round. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Il arrive à le garder jusqu'à la fin du round, ce qui l'a un peu sauvé. Mais bon, c'est clairement lui qui a pris les plus gros dommages sur le round, sur les 4 premières minutes. Et là, on peut voir le deuxième round, il commence à peine. Et on voit qu'Ilia, quand il frappe fort. Et directement dans la tête à Bryce Mitchell, il se dit « Ok, il faut que je retourne au grappling parce que ce mec, il va faire très très mal. » Et c'est ce qu'il va essayer de faire en remettant la pression. Mais voilà, Topuria, il est encore frais.
Et comme j'ai dit, quand ça frappe fort. Et derrière, toutes les tentatives de takedown de Bryce Mitchell, c'est plus du tout la même intensité. Après, qu'on soit bien d'accord, Topuria en face, c'est un lightweight depuis longtemps. Donc voilà, je pense qu'il a une force aussi très très grande, sûrement plus de force que Bryce Mitchell, mais on verra. Et on voit quand le combat il commence à avancer un peu plus et qu'il se rend compte qu'il est clairement en train de le noyer. Il n'hésite pas à vraiment mixer les cibles. Il retourne entre le corps et la tête avec ses poings. Il commence à faire des plus longs combos, comme je disais précédemment. Et par la suite, il va même aller au grappling lui-même. Là, clairement, il le jette comme une saucisse par terre. Et pour faire ça, Bryce Mitchell, comme j'ai dit, Bryce Mitchell, c'est l'un des meilleurs grappeurs de la division. Et il arrive à le jeter par terre comme si de rien n'était. Ça montre du niveau de grappling et aussi du niveau de cardio du mec. Parce que voilà, faut réussir à le faire. Et il va même réussir à le terminer en bras-tête. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas sûrs de son niveau de grappling, réussir à soumettre Bryce Mitchell chez les featherweight, ça montre que c'est l'un des meilleurs grappleurs de la division également. Pour Charles Oliveira, on va juste analyser 2-3 points sur son combat contre Justin Gaethje. Pourquoi Justin Gaethje? Parce que pareil, le mec, il a de la foudre dans les mains. Quand il frappe pour faire très très mal. C'est pas forcément le grappling son game plan, on le sait tous, alors que c'était un très très bon lutteur à l'époque, avant même qu'il fasse du MMA ou avant qu'il arrive à l'UFC. Mais dans ses combats, c'est clairement un mec qui essaye de mettre KO tout le monde. Et c'est assez similaire avec Topuria. Donc je pense que c'est un combat qui est assez intéressant à regarder. Un beau finish, je vous conseille d'aller voir ce combat pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ce que je trouve super intéressant dans ce combat, c'est qu'on voit clairement l'état d'esprit de Charles Oliveira. Le combat, il commence à peine. Charles, il sait que Justin, il touche super fort et si ça touche, ça peut connecter, ça peut le mettre KO. Mais Charles, il n'hésite pas à aller en avant, il met la pression, il garde la pression sur Justin Gaethje, il le met sur la marche arrière dès le début du combat et c'est lui qui met son tempo, c'est lui qui choisit la vitesse de combat. Et derrière, c'est beaucoup plus difficile d'envoyer de la puissance quand tu es sur la marche arrière plutôt que tu es sur la marche avant. Par contre, comme on voit, le problème, c'est que quand il se fait toucher, ça touche fort. Juste là, il prend un bel uppercut. La main droite de Gaethje qui passe juste en dessous, c'est magnifique et ça le drop. Mais la beauté du jeu d'Oliveira, c'est que même quand il est au sol ou même quand ils sont dans des séquences de grappling, il essaye même pas des fois de défendre le takedown parce qu'il sait que c'est sûrement le meilleur au sol. Il est convaincu que c'est le meilleur au sol. Et du coup, voilà, il perd pas d'énergie sur ça. Il met la pression. Par contre, il se fait toucher. Il faut pas oublier que se faire toucher contre Topuria, on l'a vu sur ses combats précédents, on l'a pas vu sur cette vidéo, mais je suis sûr que vous avez tous vu les combats contre... putain de moucheron. Désolé les gars, un moucheron qui m'attaque. On l'a vu sur le combat contre Volkanovski et contre Max Holloway. Réussir à mettre des gars comme ça KO, bon voilà, c'est que le mec, quand ça frappe fort. Si Oliveira se fait toucher fort contre Ilia, il peut dormir, il peut clairement dormir. Mais aussi, il peut clairement prendre son dos, comme on va le voir dans ce combat, ce qu'il a fait sur Justin Gaethje. Même Gaethje, il le sait, là on peut le voir sur cette séquence. Il est dans une position dominante où il peut envoyer des gros coudes et faire des gros dommages sur Charles Oliveira, mais il sait que Charles est tellement bon au sol qu'il décide de se reculer, de se relever et de s'enlever de cette position dominante pour repartir debout et espérer gagner le combat debout. Ça montre quand même à ce niveau-là de ne pas vouloir combattre ce mec dans cette partie du combat, donc au sol, ça montre clairement qu'il sait que Oliveira est l'un des meilleurs au sol. Et là, regardez cet enchaînement, c'est magnifique. Au moment où Oliveira, il envoie une grosse main droite parce qu'il met la pression, il le frappe fort, il le drop avec cette grosse main droite, il arrive et il prend directement le dos de Justin Gaethje. Justin Gaethje, comme j'ai dit, c'était un très bon grappleur à l'époque, avant même le MMA, avant même qu'il arrive à l'UFC, donc il sait ce qu'il fait. Mais il a réussi à prendre son dos comme ça en quelques secondes et derrière à avoir une position vraiment, vraiment dominante. Et il prend son dos et il termine le mec quelques secondes plus tard. C'est très impressionnant, réussir à faire ça sur Justin Gaethje, qui est l'un des meilleurs mecs de la division depuis de nombreuses années. Ça montre le niveau de Charles Oliveira. Il y a beaucoup de gens qui dorment sur Charles Oliveira. Je vous le dis les gars, ne dormez pas sur le Charles Oliveira. Je ne sais pas qui va gagner ce combat, mais en tout cas, les deux sont très très bons dans leur domaine. J'ai hâte de regarder ces combats. Comme j'ai dit, les gars, je me lève rarement la nuit pour regarder les combats. Mais là, ce combat, le week-end prochain, je ne vais pas le manquer. Bien entendu, il y a mon pote qui va combattre au combat d'avant. Là, il y a le main event. D'ailleurs, les gars, pour le main event, vous savez, les cotes
c'est sur Winamax où ça se passe. Vous avez Ilia Topuria juste là. Vous avez Charles Oliveira juste là. Si vous jamais voulez parier, c'est ici que ça se passe. Je ne sais pas qui va gagner ce combat, les gars. Hâte de le regarder. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Qui va gagner ces deux combats? De quelle manière? On verra dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui ont réussi à trouver tout simplement. Et s'il y en a qui, voilà, qui ont trouvé aussi la façon dans laquelle le combat allait se terminer ou par décision ou autre. Voilà les gars, merci encore d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette analyse. Dites-moi ce que vous pensez et on se revoit bientôt. Ciao les gars. T'inquiète, ils vont s'abonner.